Madame, Monsieur, bonsoir. La charte de l'investissement au menu de questions éco ce soir. Elle est très attendue depuis quelques années et si cette refonte prend autant de retard, c'est qu'elle ne ferait pas l'unanimité parmi les parties prenantes et notamment au sein du gouvernement. Du coup, le texte n'a toujours pas réussi à faire son entrée au Parlement. Rappelons à l'occasion que cette nouvelle charte de l'investissement a été à plusieurs reprises retirée pour être modifiée alors qu'elle était arrivée à l'étape du secrétariat général du gouvernement. Alors ce soir, nous allons analyser les enjeux et les objectifs de cette refonte de la charte de l'investissement sur fond de désaccord. Ce sera en compagnie de l'économiste Mohamed Raj. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant de joindre notre invité, je vous laisse avec ce papier introductif signé Younes Benzinab. La nouvelle charte de l'investissement est plus attendue que jamais. Le texte, objet de plusieurs modifications et changements au cours des derniers mois, s'apprête à entamer le circuit législatif. D'après la presse nationale, les concertations qui ont été menées dans le cadre de la plateforme gouvernement CGM ont permis au patronat de valider ses propositions. C'est le cas surtout de la mise en place d'instances de recours à la continuité des politiques lors du passage d'un gouvernement à un autre, en plus de la consécration de l'interlocuteur unique dans les investissements. L'enjeu n'est pas seulement d'encourager l'investissement, mais de soutenir une économie très affectée par la crise sanitaire. Quoi qu'il en soit, le porteur de cette initiative avait promis des mesures qui sortiraient des sentiers battus. Le ministère de l'Industrie espère au titre de l'année en cours attirer 15 milliards de dirhams d'investissement, tout en créant 20 000 emplois directs et indirects dans le cadre du programme de soutien des PME. Les chantiers de l'investissement 2021 tablent également sur 330 000 inscriptions dans le statut d'auto-entrepreneur. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Mohamed Raj, économiste. Bonsoir, professeur Raj. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame, merci de l'invitation. Alors, une nouvelle charte de l'investissement, pourquoi faire? Sachant qu'on en a déjà une. On a déjà une, elle est toujours en vigueur du moment qu'elle n'a pas été abrogée. Cette charte a été adoptée en 1995, mais dès 2016, la question a été posée pour la dépoussiérer et l'idée d'une nouvelle charte a été bien sûr avancée. Et c'est la loi de finances de l'année 2017 qui avait décidé, à travers une disposition, d'une nouvelle charte. Mais malheureusement, depuis 2017, le projet de texte préparé par le ministère de Commerce et d'Industrie, avec les va-et-vient entre les différents départements ministériels concernés, à savoir le ministère de l'Économie et des Finances, mais également le ministère de l'Intérieur, le secrétaire général du gouvernement, ces va-et-vient n'ont pas encore abouti à l'heure d'aujourd'hui. Donc, le projet de charte est toujours là, et d'autant plus qu'on est maintenant en phase avec un nouveau modèle de développement, la question est posée davantage sur l'angle politique. Absolument. Pourquoi un gouvernement est une entité politique qui prend les décisions sur la base d'une légitimité tirée des urnes et sur la base d'un programme qui a été bien sûr validé par Sa Majesté, mais également par le Parlement. Et ce gouvernement est tenu de respecter ses engagements. Et parmi les engagements, il y avait cette disposition concernant la réforme de la charte de l'investissement, en essayant un petit peu d'introduire de nouvelles mesures qui tiennent compte, bien sûr, de l'actualité, mais également de l'évolution de l'économie du Maroc. Et n'oublions pas surtout que la charte de l'année 1995, ce n'était pas une charte destinée à encourager l'investissement. C'était bien sûr l'objectif numéro un, mais c'était surtout d'harmoniser et de synthétiser les incitations fiscales qui étaient éparpillées entre plusieurs codes d'investissement. Donc la charte de l'année 1995 était essentiellement une charte comprenant des mesures d'encouragement sur le plan fiscal, mais c'était la synthèse de plusieurs codes, parce que chaque secteur avait un code spécifique. Et bien sûr, la charte de l'année 1995, à côté des dispositions fiscales, il y avait des mesures d'appui, essentiellement sur le plan financier, sur le plan foncier, mais également au niveau des équipements et de formation. Alors que la charte d'aujourd'hui, elle est complètement différente. Elle est invitée
à reprendre les mesures qui ont bien fonctionné dans la charte de l'année 1995, mais surtout de s'adapter aux nouvelles situations. Et essentiellement, c'est l'économie du savoir, c'est l'innovation, c'est les start-up, ainsi de suite. Voilà un petit peu la question que je pose sur l'ordre politique. Pourquoi ce gouvernement n'arrive pas, à la fin de son mandat, n'arrive pas à proposer un projet de loi pour être discuté lors de cette session de printemps 2021, parce que c'est le dernier, Elle prend fin bientôt. pardon, le dernier semestre pour Mhm. discuter. C'est d'ici juillet, Juillet, la plus. mi-juillet, absolument. Non, mais voilà, c'est très Oui, oui. intéressant, professeur Roche, parce que vous avez fait un peu le lien entre ces ambitions, ou les ambitions politiques de manière générale, et le nouveau modèle de développement qui se veut, en fait, une rupture avec ce système, c'est-à-dire où il y a, j'ai envie de dire, dans un côté, le politique, les enjeux politiques, et de l'autre, le développement. Alors qu'on doit dépasser, selon ce nouveau modèle de développement, ces contraintes-là d'ordre politique afin de rester sur une trajectoire de développement. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec ce nouveau modèle de développement, eh bien, outre que cette charte de l'investissement, on pourrait mener à terme à bien des réformes sans tenir compte des enjeux politiques? Alors qu'on est dans une année Oui. électorale, rappelons-le quand même. Oui, 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 vous avez raison, mais si je reprends la charte de l'investissement, pardon, le nouveau modèle de développement, c'est de l'axe qui traite de la relation entre l'État et la société. N'oubliez pas un mot fort, ou là, un titre fort, un État fort, mais une société également forte. Et bien sûr, cette force est tirée d'un système de valeurs. Et ce système de valeurs, parmi les éléments les plus saillants, vous avez la question de la confiance. Il faut avoir confiance dans les institutions, confiance dans le pays, confiance dans la société. Maintenant, si je vais mettre la relation entre le développement du pays, parce que c'est l'objectif recherché par le nouveau modèle de développement, comment assurer ce développement? Donc, c'est que tout simplement, tous les acteurs sont invités à contribuer au développement du pays. Et si je prends le gouvernement en tant qu'institution politique, qui est un élément de l'État, on doit avoir un gouvernement fort, capable de prendre des décisions, quitte à faire des mécontents, parce qu'on n'est pas là pour partager les pouvoirs entre différents partis politiques et entre différents départements ministériels. On a un texte qui va harmoniser la politique d'investissement au niveau du pays. Ce texte doit être clair et surtout, c'est un texte qui doit obtenir l'adhésion des investisseurs. Parce qu'un investisseur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la confiance dans les institutions. Parce que l'acte d'investissement est lié à un ensemble de risques. Et il faut que ces risques disparaissent ou bien au moins diminuer pour attirer ces investisseurs nationaux et bien sûr internationaux. Donc, en fin de compte, je peux même m'en passer royalement d'une charte, ou bien si je veux reprendre l'ancien texte, bien qu'il est toujours en vigueur, j'aurais réglé deux problèmes majeurs en matière d'investissement en Maroc. Le problème numéro 1 sont les procédures administratives. Elles sont très longues, très compliquées, et un investisseur qui arrive à réaliser son investissement mérite qu'on lui érige une statue. Ce n'est pas du tout évident, sans parler des problèmes et des maux qui frappent l'administration marocaine. Deux, c'est le problème du foncier. Vous avez un prix prohibitif. Lorsque vous avez un prix prohibitif, l'essentiel de l'apport d'investisseurs reste tout simplement d'être consommé par le foncier. Donc, il faut faire de telle sorte que le texte ou bien l'État, à travers la charte, assure le foncier pour permettre d'attirer des investissements. Bien sûr, dans le texte, il y a des nouveautés, essentiellement. Alors justement, quelles sont les autres nouveautés? Quels sont les principes qui régissent cette nouvelle charte de l'investissement et qui sont peut-être déjà en cours et qui devraient être peut-être juste fignolés, affinés, afin d'attirer plus d'investissements et de promouvoir l'investissement marocain ou étranger? Oui, il y a déjà des mesures qui ont été déjà prises, mais à travers des textes séparés.
Vous avez l'interlocuteur unique. Maintenant, vous avez bien sûr les centres régionaux d'investissement. Oui. Vous avez quelques propositions concernant les sociétés, surtout industrielles, pour disposer d'un statut fiscal identique aux zones franches, même si ces sociétés ne sont pas installées dans les zones franches. Donc, vous avez déjà, bien sûr, un ensemble de mesures qui ont été déjà prises à travers des textes particuliers. Maintenant, dans le cadre du nouveau texte, bien sûr, il y a des nouveautés. Si j'ai à prendre quelques éléments en matière de mécanisme, on parle d'une classification des entreprises, parce qu'il y aurait une classification pour pouvoir prétendre, bien sûr, aux avantages et aux mécanismes prévus par le texte. Vous avez un allègement qui est proposé en termes de procédure, mais la nouveauté essentielle, elle concerne la contractualisation entre l'État et les régions, parce qu'on a constaté tout simplement que l'essentiel des investissements sont concentrés dans la région de Casablanca, Kenitra et Tanger, alors que les autres régions, presque, sont des régions déshéritées, défavorisées. Et là, dans le cadre de la charte, l'État va proposer tout simplement des contrats aux régions pour les mises à niveau, bien sûr, au niveau des infrastructures et tout, mais surtout pour attirer les investissements et pour pouvoir bénéficier des financements publics à travers les fonds d'investissement de l'État. Donc, l'élément saillant, c'est la contractualisation. Bien sûr, vous avez d'autres nouveautés, et je prends, hélas, des mesures plus ou moins détaillées. C'est un problème auquel est confronté le Maroc, c'est le problème de la transmission des entreprises, parce qu'on a constaté que du fait de la nature de l'économie marocaine, de l'entreprise individuelle, et parfois il y a un problème de transmission et certaines entreprises disparaissent dès la deuxième génération parce qu'il y a l'héritage, il y a l'éparpillement du patrimoine et là il y a une nouveauté, c'est qu'on propose à ce que la transmission de l'entreprise vers les héritiers ou bien vers les salariés, bien sûr, il fixe une petite condition, il faut avoir au moins 10 ans d'ancienneté, mais là, la mesure proposée, elle est conditionnée par une mesure fiscale, parce qu'on demande à l'État, essentiellement ministère des Finances, de prévoir une mesure fiscale favorable aux transmissions des patrimoines. Vous avez bien sûr la nouveauté concernant l'auto-entrepreneur. La mesure nouvelle proposée, c'est que un agent peut partir en congé sans solde pour se lancer dans le monde de l'aventure de l'auto-entrepreneuriat. Vous avez également l'octroi des labels d'accélération, surtout pour les entreprises, les auto-entrepreneurs, mais surtout pour les start-up. Vous avez également pour les PME qui ont un fort potentiel de développement, surtout à l'exportation. L'État prévoit à travers la charte ou la propose à travers la charte des mesures d'accompagnement. Et alors, bien justement, sûr, vous avez la mesure... professeur Raj, oui. Vous avez parlé de mesures d'accompagnement. Or, parmi les failles de la charte d'investissement actuelle, il y a ce concept de ciblage des mesures pour accompagner les entreprises. Est-ce que vous pensez que la nouvelle charte devrait mieux cibler les mesures d'accompagnement en faveur des entreprises? Je n'ai pas envie de dire qui en ont vraiment besoin, mais en tout cas de mieux cibler ces mesures, notamment fiscales. Oui, moi je suis pour. Si je reprends l'une des conséquences de la pandémie Covid-19, c'est qu'on a constaté, là c'est le chiffre de notre ministre de Commerce et d'Industrie, c'est qu'on peut faire une économie de l'équivalence de presque 59 milliards de dirhams d'importation de marchandises que les entreprises marocaines sont capables de fabriquer. Et d'ailleurs, on est en train de le faire à travers les bavettes et d'autres produits. Parce que pendant longtemps, le Maroc avait mené une politique de protection de l'entreprise nationale, à l'époque à travers le contingentement, les interdictions à l'importation. Donc, si je prends les entreprises de textile, je prends Somaka, vous avez beaucoup d'entreprises à l'époque, étaient protégées par l'État. Mais malheureusement, ces entreprises n'ont pas introduit des mesures d'innovation pour s'adapter à la nouvelle concurrence internationale imposée lorsque le Maroc avait décidé de changer de cap.
en adhérant à l'OMC et en libéralisant les échanges. Donc maintenant, on a constaté que les entreprises nationales peuvent s'engager dans des secteurs d'activité pour produire des biens et des marchandises pour satisfaire la demande nationale. Là, on aura atteint deux objectifs. Faire une économie en termes de devises, parce que les importations, il faut les payer en dollars ou bien en euros. Donc, on aurait créé une dynamique au niveau de l'entreprise nationale, au niveau de l'emploi, au niveau de la distribution du revenu. Moi, j'aurais aimé même sur le plan fiscal, pourquoi pas, parce qu'on peut discuter après dans le cadre de la réforme, mais il faut une harmonisation de Alors, toute la politique quelle fiscale. synchronisation possible justement entre la réforme fiscale et la nouvelle charte d'investissement? Et là, bien sûr, il y a une relation directe. C'est dans le cadre du nouveau modèle de développement, la fiscalité est présentée déjà comme un levier pour mobiliser les ressources afin de financer, bien sûr, les grands projets de l'État. Deux, la fiscalité sera utilisée dans le cadre de la politique de l'encouragement à l'investissement. Là, il y a tout un débat. Faut-il maintenir toutes les incitations fiscales contenues dans la charte et contenues dans le Code général des impôts? Parce que n'oubliez pas, chaque année, les lois de finances introduisaient des mesures d'incitation, au point où on s'est retrouvé devant une situation délicate. Chaque année, l'État perd l'équivalent de 34 milliards en termes de recettes, parce que lorsqu'on décide d'abandonner, de recouvrer une recette, c'est comme si on a engagé une dépense fiscale. C'est pour ça qu'on les qualifie de dépense fiscale. Maintenant, la question qui est posée, au-delà de l'impact budgétaire, il faut faire maintenant une analyse d'impact économique. Moi, je ne vais pas dire qu'il faut rejeter toutes les mesures d'incitation fiscale. Mais la priorité des priorités, il faut maintenant faire une étude d'impact économique, l'impact à la fois en termes de valeur ajoutée sur le plan économique, de postes d'emploi créés, mais également au niveau des territoires, et maintenir les mesures qui sont productives sur l'angle économique et qui arrivent effectivement à favoriser l'investissement. Parallèlement, les mesures qui ne sont sans aucun rendement, malgré le manque à gagner de l'État, il faut les supprimer. Mais en parallèle, personnellement, je propose à ce que dans la charte, on prévoit un ensemble de mesures, à côté des mesures fiscales, des mesures sous forme de subventions et de dépenses. C'est-à-dire c'est l'État qui va intervenir directement à travers la dépense publique. En 2 ans, un exemple, une société qui va s'installer dans la région d'Oujda, ou bien dans la région de Zagora, ou bien dans la région dans les provinces du Sud, pour chaque poste d'emploi créé, je vais verser une subvention, par exemple 50 000 dirhams ou la 100 000 dirhams, mais sur la base d'un contrat-programme avec des objectifs. Chaque entreprise qui accepte de produire afin de multiplier, de développer les exportations, je peux à la rigueur maintenir quelques mesures d'incitation fiscale, mais rien ne m'interdit d'accompagner des mesures sous forme de subventions. Donc, il faut faire de telle sorte d'arriver dans le cadre de la politique fiscale d'ensemble qui doit tenir compte des nouvelles orientations du nouveau modèle de développement, qui doit tenir également de la charte de l'investissement, mais il ne faut pas rentrer dans le piège, comme ça a été en 1995, de prévoir des mesures fiscales. Non, il faut se référer à la politique fiscale de l'État, mais assurer à ce qu'il y ait une continuité entre les différents gouvernements, parce qu'on est dans le cadre de la continuité du service public. Il ne faut pas faire de telle sorte qu'une mesure disparaisse avec la disparition d'un gouvernement. Ou qu'elle n'apparaisse pas parce qu'il y a des accords au sein du même gouvernement. Professeur Raj, oui. La question se pose de la synchronisation de ces efforts des différents départements. Et cette transversalité, finalement, dont on parle depuis quelques années, qui est citée dans le nouveau modèle de développement. Oui, j'insiste sur une mesure simple. Il faut avoir un gouvernement. Actuellement, on a une somme de départements. C'est une addition de ministères. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une cohérence entre les différentes composantes qui forment ce gouvernement. Donc, le problème est là. Comment se fait-il que depuis bientôt 5 ans, une mesure fiscale, une mesure décidée dans le cadre de la loi de finances 2017 n'arrive pas à aboutir? Comment se fait-il que ce texte, et c'est la déclaration de notre ministre de Commerce et d'Industrie qui avait signalé
qu'on est à la 42e version. À la 42e version, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans une charte? Moi, une charte, c'est un texte général qui fixe des principes et qui fixe des objectifs. À la rigueur, j'aurais repris l'esprit, c'est l'encouragement à l'investissement, mais il faut créer un climat propice pour le développement des affaires. 2, de prévoir des mesures d'accompagnement. Puis, quels sont les secteurs et les territoires que l'État veut développer? Alors, quels sont le rôle, justement, si on veut développer, si on veut parler territoire et région? Il y a ce rôle des commissions régionales. Oui, oui. Alors, les régions... Mais régions privées et publiques, hein, parce que le secteur privé a son rôle à jouer aussi pour booster l'investissement dans les régions. Il ne s'agit pas là que des CRI. Ah oui, 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 oui. Mais le privé marocain, jusqu'à présent, et d'ailleurs, il n'est pas que le privé, même les particuliers, même les compétences. Je prends sur le plan politique, tout le monde veut s'installer à Rabat. On prépare les élections à Zagora, à Fès, à Meknès pour s'installer à Rabat pour un éventuel poste d'un portefeuille au gouvernement, ou bien pour être nommé wali ou gouverneur ou ambassadeur. Donc tout le monde veut se diriger vers le centre. Si je prends maintenant le privé, il n'est pas bête au Maroc, il fait ses calculs. Vous avez un axe de consommateurs de presque une vingtaine de millions, compris entre la ville Jdida, Casablanca, Mohammedia, Rabat, Knetra et Rabat. Donc, lorsqu'on veut investir, on investit dans cet axe. Parce que, il y a des infrastructures très développées qui n'existent pas dans d'autres régions. 2, il y a les possibilités d'accéder directement au centre de pouvoir, c'est-à-dire là où se trouve l'administration, c'est Rabat. 3, il y a énormément de possibilités d'investir pour vendre le produit à ses consommateurs qui sont installés dans cet axe. J'imagine mal une entreprise qui va s'installer à Zagora, qui va faire venir des machines de Casablanca aux directions de Zagora, faire venir les matières premières jusqu'à Zagora pour les transformer en produits finis, pour les retransporter, pour aller les vendre dans la région de Casablanca. Donc cet investisseur, ou bien l'exporter, il préfère s'installer directement dans cet axe. 2, maintenant, comment ce privé va être séduit pour accepter d'investir dans les territoires. Là, il faut faire preuve d'imagination au niveau des régions. Parce que dans le cadre de la nouvelle politique de régionalisation qui traîne le pas et qui est en train de végéter, ces nouvelles régions qui ont été érigées en territoire avec un rôle très important en matière de développement économique, et là, je me réfère au nouveau modèle de développement économique. Donc, ces territoires, à travers des politiques appropriées, doivent séduire. Je prends une des dernières mesures prises par le gouvernement il y a quelques mois pour les sociétés de l'offshoring. Et une décision sage, mais qui est également importante. Et le gouvernement a décidé, à travers d'un décret, de réduire 50% le montant de l'impôt pour toutes les sociétés de l'offshoring qui acceptent de s'installer pas à Rabat et à Casablanca, parce que vous avez Technopark à Technopolis à Rabat et Casablanca, Nearshore à Casablanca, mais en les invitant à aller à Oujda, à Fès, mais également à Tétouan. Et là, le gouvernement a pris une mesure encourageante, c'est une réduction de 50% de l'impôt. Là, c'est une mesure. Donc, c'est aux régions de faire, à travers, bien sûr, preuve d'imagination pour attirer. Mais au préalable, c'est une proposition personnelle, au préalable, il faut que le gouvernement fasse un effort très important sur le plan financier pour assurer la mise à niveau au niveau des infrastructures des différentes régions. Parce que si vous êtes dans l'axe de Casablanca, Rabat-Knetra, vous avez toutes des infrastructures et de qualité. Ce n'est pas le cas de certaines régions éloignées. Pour terminer, professeur Raj, en quelques mots, alors outre ces incitations, cette nouvelle charte de l'investissement va redonner confiance? Oui, ben pour moi, je crois à l'axe qui a été traité dans le mode de développement, un État fort et une société forte.
Et là, on a tout un système de valeurs à développer, et entre autres, c'est la confiance et la responsabilité. Donc, il faut que le gouvernement soit responsable politiquement pour nous proposer une charte de qualité afin de donner confiance aux investisseurs nationaux, mais également internationaux. Au-delà des mesures qui peuvent être proposées, deux, il faut que le gouvernement actuel, bien le futur gouvernement, arrive à harmoniser sa politique pour éviter les contradictions, pour éviter les doubles emplois, parce qu'en fin de compte, la charte est un texte, mais de portée générale. Et tout l'essentiel reste conditionné par des mesures courageuses qu'il faut prendre. Et moi, pour les investissements, j'insiste sur les procédures. Elles sont longues, elles sont vraiment, c'est kafkaïennes. Deux, j'ai le problème du foncier. Très bien. Il faut faire de telle sorte. Oui. Merci. Merci. Je vous laisse finir juste votre phrase peut-être. Il faut faire en sorte que le foncier soit à la portée des investisseurs, quitte à ce qu'on leur loue à un dirham symbolique. Très bien. Merci et que beaucoup. Le foncier reste le patrimoine de l'État. Merci. Merci, professeur Raj. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.